C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ce geste d'apaisement en Côte d'Ivoire. Une dizaine de proches de Guillaume Soro ont été libérés mercredi. L'ex-premier ministre et ancien chef rebelle est toujours candidat à la présidentielle du 31 octobre prochain, malgré sa radiation des listes électorales. Nous serons à Abidjan dans ce journal. Pas d'anomalie dans le fichier électoral en Guinée, c'est le verdict de la CEDEAO. Les experts ouest-africains comptabilisent près de 5,5 millions d'électeurs et annoncent que les élections pourront se tenir le 18 octobre prochain. Le parti au pouvoir se félicite de cette annonce. L'opposition émet des doutes. Malik Diakité, notre correspondant à Conakry, leur a tendu le micro. La BNP Paribas visée par une enquête pour complicité de crimes contre l'humanité au Soudan. Une plainte a été déposée cet été par la Fédération internationale des droits de l'homme. La banque est accusée par les plaignants de ne pas avoir respecté l'embargo contre le régime d'Omar el-Béchir. Ils sont libres, mais ce n'est qu'une liberté provisoire. Une dizaine de proches de Guillaume Soro ont quitté la prison dans la nuit de mercredi à jeudi. Un geste d'apaisement à un peu plus d'un mois de l'élection présidentielle. Un scrutin auquel ne pourra pas participer l'ex-chef rebelle. Pourtant candidat, il a été radié des listes électorales. La correspondance à Abidjan de Thaïs Brook. C'est une libération surprise dans la nuit de mercredi à jeudi. Une dizaine de proches de Guillaume Soro ont retrouvé la liberté. Une liberté conditionnelle parce qu'il leur est par exemple interdit de participer à des meetings politiques. En décembre dernier, juste après le retour avorté en Côte d'Ivoire de Guillaume Soro, une vingtaine de ses fidèles avaient été arrêtés. Ils sont pour la plupart poursuivis pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Mais les fidèles parmi les fidèles de Guillaume Soro, eux, restent derrière les barreaux. On peut notamment citer le député Alain Lebognon, l'ex-directeur du protocole de Guillaume Soro, Soul to Soul, ou encore les deux frères de Guillaume Soro. Ces libérations interviennent dans un contexte tendu ici en Côte d'Ivoire. En effet, l'opposition réclame notamment comme préalable à la participation à l'élection présidentielle la libération de ce qu'ils appellent les prisonniers politiques. Selon une source proche du gouvernement que nous avons interrogée, eh bien, cette source rappelle l'indépendance de la justice, mais aussi en avant un geste supplémentaire de la part du chef de l'État après l'amnistie accordée en 2018 à 800 prisonniers qui avaient été condamnés pour des crimes en lien avec la crise post-électorale, dont Simone Gbagbo. Mais selon l'entourage de Guillaume Soro, eh bien, ce geste du chef de l'État ne sera pas suffisant. Et puis, pour être complet, sachez que Kouadio Konan Bertin, dit Kakabe, ancien leader de la jeunesse du PDCI et candidat à la présidentielle, ne rejoint pas l'appel de l'opposition. Une opposition qui fait de plus en plus front commun contre le troisième mandat d'Alassane Ouattara. Le candidat du PDCI, Henri Konan Bédié, a même appelé à la désobéissance civile. C'était dimanche dernier. Autre élection, autre tension. En Guinée, la mission de la CEDEAO a rendu son rapport sur l'audit exceptionnel du fichier électoral. Les experts qui comptabilisent près de 5,5 millions d'électeurs sont formels. Le fichier électoral ne comporte à présent aucune anomalie et les prochaines élections pourront se tenir normalement. Si le parti au pouvoir applaudit, l'opposition ne décolère pas. Les précisions à Conakry de Malik Diakité. Selon ce rapport des experts de l'organisation sous-régionale, les personnes décédées mineures sans pièce justificative ou encore les doublons ont été tous radiés du fichier électoral. Par conséquent, la CEDEAO affirme que le fichier électoral ne comporte à présent aucune anomalie. Si ce rapport rejure le parti d'Alpha Condé, l'UFDG, principal parti d'opposition dirigé par Cellou Dalein Diallo, estime que l'organisation sous-régionale a accompagné un travail biaisé. Écoutez la réaction des deux camps. La démarche de la CEDEAO a été une démarche solitaire, d'autant plus que nous, les parties prenantes, notamment les partis politiques, en tout cas qui compétissent à cette élection-là, nous n'avions pas connaissance des termes de référence de cette mission-là et nous n'avons été associés ni de près ni de loin à la mise en œuvre. La CEDEAO a accompagné une violation des lois électorales nationales, mais également de son propre protocole additionnel à l'article 5. C'est la demande de l'opposition que la communauté internationale a été impliquée dans le processus électoral et en particulier que l'arbitrage de la CEDEAO sur le fichier électoral a été sollicité. Et ce n'est peut-être pas parce que ces conclusions ne correspondent pas à ces attentes qu'il faut contester
cette conclusion de la CEDEAO. 5,4 millions de Guinéens sont attendus le 18 octobre prochain aux urnes pour l'élection présidentielle. L'opposition réunie au sein du FNDC, quant à elle, annonce une manifestation dans les jours qui suivent pour empêcher Alpha Condé de briguer un troisième mandat. La première apparition publique de Ban Dao, le président de la transition au Mali, il a rencontré le médiateur des États ouest-africains, l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan. Il était accompagné de membres de la délégation de la CEDEAO qui doit se prononcer ce vendredi sur la levée des sanctions dans le pays, des sanctions imposées après le coup d'État du 18 octobre dernier. Cette enquête ouverte en France contre BNP Paribas pour complicité de crimes contre l'humanité au Soudan. Une plainte avait été déposée au mois d'août par la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, avec constitution de partie civile. La première banque européenne est accusée par les plaignants de ne pas avoir respecté l'embargo contre le régime d'Omar el-Béchir, destitué en 2019. Wassim Cornet. La banque française BNP Paribas a-t-elle facilité des crimes contre l'humanité au Darfour au début des années 2000 ? C'est la question que se pose désormais la justice française. Elle a décidé d'ouvrir une information judiciaire après le dépôt d'une plainte par plusieurs personnes et associations. La Fédération internationale des droits de l'homme, la Ligue des droits de l'homme, ainsi que 9 militants soudanais accusent la BNP de ne pas avoir respecté l'embargo contre le régime de l'ancien dictateur Omar el-Béchir. En juin 2014, la banque avait été soumise à une amende record de près de 9 milliards de dollars par le département de la justice américain pour avoir violé l'embargo et, selon la position du département de la justice à l'époque, agi au moins entre 2002 et 2008 comme une banque centrale de facto pour les autorités soudanaises. À cette époque, un embargo avait été décrété par les États-Unis et d'autres pays contre le gouvernement soudanais, en raison de nombreux crimes contre l'humanité commis au Darfour. Des crimes qui ont ensuite été qualifiés de génocide. Pour la FIDH, le lien entre la BNP et ce génocide est clair. Tous les jours, on le voit et on en est témoin à la FIDH. Derrière les graves atrocités, derrière les crimes de masse, se cache souvent de l'argent et des capacités financières pour que des autorités ou des groupes non étatiques puissent perpétrer des crimes de cette ampleur. La BNP a déclaré ne disposer d'aucune information au sujet de cette enquête. La banque est déjà sous le coup d'une procédure judiciaire aux États-Unis où des réfugiés soudanais ont également porté plainte contre elle. En Algérie, les avocats de notre confrère Khaled Rarni ont annoncé son pourvoi en cassation, une annonce après sa condamnation à 2 ans de prison ferme lors de son procès en appel. Le journaliste a été condamné pour incitation à attroupement non armé et atteinte à l'unité nationale. Ce verdict a soulevé l'indignation, de vives protestations, une vague de solidarité en Algérie et à l'étranger. Écoutez l'un de ses avocats. Si c'est l'accréditation qui pose problème au pouvoir, est-il rationnel qu'un journaliste soit emprisonné parce qu'il n'a pas d'accréditation du ministère de la Communication ? Est-ce qu'une absence d'accréditation peut mener à une accusation d'atteinte à l'unité nationale ? Je souhaiterais que le pouvoir revoie ses calculs, qu'il revoie le chemin qu'il est en train d'emprunter. C'est une voie qui ne donne pas les bases d'un état de droit. C'est une voie qui mène vers plus de pression, plus de fermeture, plus de totalitarisme. Je vous emmène à présent à la rencontre d'un artiste gastronomique. Il s'appelle Ellis Bond. Il est guyanais et il met à l'honneur la cuisine africaine à Paris. Son défi, montrer que la cuisine africaine est gastronomique. Un pari réussi. La preuve en images, reportage signé Harold Girard. Doré, agrémenté, saupoudré, tous les gestes du chef Ellis Bond sont millimétrés. Son projet, prouver que la cuisine africaine peut être raffinée. Les beurres, après, ça part. C'est une cuisine un peu d'instinct. C'est vrai qu'on dit que la cuisine africaine, c'est copieux ou la cuisine est aussi grasse. Et c'est pour ça que je suis venu, en gros, changer ça pour éviter qu'on dise cette cuisine est grasse. Moi, j'essaye de raffiner tout ça. C'est aussi une cuisine qui peut être élégante, parce qu'ils ont quand même des très bons produits, qui est très bon pour la santé, et pourquoi pas les mettre en valeur. Dans cette petite cuisine, le chef a construit sa réputation autour de plats comme le mitumba camerounais
ou encore le filet de canette au cou jaune d'inspiration haïtienne. C'est l'épouse d'Élise, Vanessa Bond, qui répond à la curiosité des clients. Pour ça, les recherches sont indispensables. À la fois anesthésiant, ça fait saliver, c'est acidulé, en fait c'est un peu tout à la fois. Ce travail-là en fait vraiment de rechercher comment les produits sont fabriqués, d'où ils sortent. On essaye de repérer au fur et à mesure aussi les saisons, parce que finalement on se rend compte aussi de la saisonnalité des produits en Afrique, de par les arrivages à Château-Rouge, parce que comme on passe beaucoup de temps là-bas, on fait le tour un peu de toutes les boutiques. Jusqu'à présent j'avais plutôt fait des restaurants africains non gastronomiques, très très bons aussi, et je me suis dit que c'était un concept assez original, donc j'avais envie de tester pour voir la différence et voir les différentes propositions qui pouvaient être faites sur ce restaurant. Moi je suis d'origine africaine et c'est vrai qu'on retrouve très peu de restaurants à Paris qui se positionnent sur ce segment-là, et ça fait plaisir de voir un restaurant gastronomique africain. Lauréat du prix 2019 Go Emilio, Élise Bond propose une carte différente chaque semaine d'influences diverses, une offre très rare dans la capitale. Et on se quitte sur ces magnifiques images de ces rites Maasai au Kenya. Il s'agit du rite de passage à l'âge adulte. Ces hommes vêtus de tenues traditionnelles viennent du Kenya, mais aussi de la Tanzanie voisine. La cérémonie ne se tient qu'une fois tous les 10 ans. Elle a rassemblé cette année environ 15 000 hommes dans les collines de Maparacha, à 128 km de Nairobi. Voilà, on se quitte sur ces très belles images. Restez avec nous, c'est la fin du Journal de l'Afrique et l'info continue sur France 24. C'est devenu une très mauvaise habitude. Laisser nos fruits et légumes pourrir dans le réfrigérateur, avoir les yeux plus gros que le ventre au restaurant. Si le gaspillage alimentaire était un pays, en termes d'émissions de CO2, ce serait le 3e après la Chine et les États-Unis. Élémentaire, à voir sur France 24 et france24.com. Liberté, égalité, actualité.